Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. Alors déjà, toutes nos excuses. Agnès Langevin, qui est vice-présidente de la région Occitanie, ne pourra pas venir. Finalement, elle est retenue sur un autre événement. Donc, elle devait faire une partie de l'introduction de la table ronde. Donc, on va faire avec. Alors déjà, merci beaucoup d'être à Energaia. Je me présente, je suis Aude Richard. Je suis journaliste spécialisée dans les énergies et aussi un petit peu l'agriculture. Alors aujourd'hui, on va parler emploi. Un recrutement sur 6, aujourd'hui, se fait déjà dans les métiers verts, selon une étude du Pôle emploi et du Crédoc. Et l'ADEME indique que pour 2050, il y aura plus d'1 million d'emplois dans les métiers verts. La région Occitanie, elle, vise à peu près 90 000 emplois d'ici 2050 dans les métiers verts. Donc, il faut arriver à mobiliser ces forces vives. Alors, si tous les objectifs sont bien alignés, notamment sur le long terme, on sait exactement combien il y aura d'emplois, comme je vous le disais, sur le terrain, les entreprises peinent à recruter. Déjà, on va dire. Alors, au travers de cette table ronde, on va tenter de comprendre donc, quels sont les métiers les plus en tension, comment bien former les jeunes et les moins jeunes pour répondre aux attentes des entreprises. Et puis, on jettera aussi un œil sur la place des femmes. Voilà. Alors, pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir Anna Mélin. Donc, vous êtes chef de projet du site internet Les Expertes. Jean-Philippe Burtin, donc vous êtes dirigeant de Borea, cabinet de recrutement spécialisé dans les énergies renouvelables. Valérie Poplin, donc vous êtes directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications de l'Occitanie. Et enfin, Emmanuel Sulzer, vous êtes sociologue, ingénieur de recherche au Centre d'études et de recherche sur les qualifications, le CEREC. Voilà. Et alors moi, j'aime bien faire un petit sondage avant de commencer. Je voudrais savoir très rapidement qui vous êtes. Donc, il suffit de lever la main. Est-ce que vous êtes plutôt des recruteurs? Est-ce que dans la salle, il y a des recruteurs? Ok. Est-ce que vous êtes plutôt des candidats, des étudiants? Ok. À peu près la moitié pour l'instant. Et des métiers qui gravitent autour de l'emploi vert? Ok. Bon, bah parfait. Oui, j'ai une case autre aussi, mais on ne va pas tout énumérer. En tout cas, la table ronde, elle va se dérouler en 2 temps. Donc, nos intervenants vont nous expliquer comment déployer le potentiel des emplois verts. Et puis, à la fin, on prendra 10 minutes, un quart d'heure pour les questions. Et à ce moment-là, il y a Amina qui vous passera le micro dans la salle. Alors, on va commencer tout de suite par des définitions. On va voir ce que c'est un emploi vert, vraiment. Alors, je prends la télécommande en même temps parce que c'est Emmanuel Sulzer, donc ce sociologue au CEREC, qui va nous expliquer la différence entre un emploi vert et un emploi verdissant. Alors, hop, on passe en Agnès. Voilà. Je vous laisse la parole, Emmanuel. Vous m'entendez? Très bien. Alors, bon, c'est pas moi qui ai élaboré ces définitions, je les reprends de l'ONEMEV. En fait, donc le métier vert, c'est un métier dont la finalité est explicitement celle de la protection de l'environnement. Donc, il lutte contre les impacts négatifs. Alors bon, ça peut être un garde forestier, comme je l'ai mis, mais ça peut être un opérateur de tri des déchets également. Voilà, ça, ce sont des emplois dits verts. Alors que les métiers verdissants, c'est potentiellement, en fait, tous les métiers, puisqu'ils n'ont pas besoin d'avoir une finalité environnementale, mais ils peuvent intégrer des préoccupations environnementales dans leur activité principale. Comme, je parlerai sans doute du bâtiment, comme Valérie tout à l'heure. Et par exemple, on a la coutume de dire, il n'y a pas d'éco-maçons. Il y a des maçons qui vont utiliser des matériaux bas carbone ou biosourcés, par exemple. Mais voilà. Donc c'est un métier verdissant. Et j'en viendrai à la volumétrie tout à l'heure. On a peu de nouveaux métiers. C'est pas des gisements de métiers émergents. C'est des évolutions qui vont normalement se développer de manière transversale dans la population active. Très bien, donc on voit la différence entre métier vert, métier verdissant.
avec un gros potentiel en métiers verdissants notamment. Je coupe un peu cette présentation pour passer la parole à Agnès Langevin. Si, parce que ça va faire bien l'introduction aussi. Donc Agnès Langevin, qui est vice-présidente de la région Occitanie, notamment sur les questions de climat, de pacte vert et d'urbanisme. D'habitat. D'habitat. Oui, habitat durable. Voilà. Et elle va nous présenter les actions concrètes que la région met en œuvre par rapport à l'emploi, justement pour essayer de recruter ces forces vives dont on parlait tout à l'heure pour être région à énergie positive. Oui, excusez-moi pour le retard, mais c'est toujours très très serré. Les conférences précédentes prennent du retard, donc je vais être rapide et pas couper vos présentations. Effectivement, la région Occitanie a engagé, peut-être vous le savez, depuis 2016, une trajectoire pour nous placer sur ce cap d'être la première région à énergie positive. Nous avons construit un scénario sur les deux jambes production d'énergie renouvelable, sobriété, efficacité. Donc sur le plan évidemment des objectifs, sur le plan des dispositifs d'accompagnement, sur les volumes, si je prends la rénovation énergétique, à pouvoir chaque année rénover. Et nous avons très tôt identifié bien sûr la question de la formation et de l'emploi, avec là aussi, puisque c'est tout l'intérêt de la planification, de s'inscrire dans le temps, de pouvoir orienter nos parcours de formation, c'est-à-dire l'offre de formation, vers ces métiers verts ou verdissants. Donc aujourd'hui en région, c'est à peu près 4700 parcours liés à ces métiers, avec une offre de formation qui est sur le catalogue donc labellisé Pacte Vert, puisque le Pacte Vert, c'est la déclinaison du Green Deal en Occitanie, c'est-à-dire notre cadre d'action qui fait converger l'ensemble de nos politiques, formation, emploi, économie, aménagement du territoire, tourisme, vers cet enjeu climatique, biodiversité et carbone. Donc quand ces formations sont labellisées Pacte Vert, et à terme elles le seront toutes, hein, c'est quand même ça la logique, c'est de pouvoir évidemment proposer des places, mais aussi accompagner, et ça c'est l'innovation en Occitanie, des publics plus éloignés des parcours, j'ai envie de dire, linéaires, avec des parcours plus chaotiques. Ça peut aller du décrocheur scolaire à un bifurqueur après une licence ou un master, et de se raccrocher à des métiers liés à la transition énergétique. Et donc pour que le jeune, on a vu dans un atelier précédent, fort taux de précarité, fort taux de chômage, c'est pas une spécificité Occitanie, mais on la retrouve, de faire en sorte que ces jeunes un peu dégagés des galères quotidiennes puissent se consacrer à leur parcours de formation, ou même à la création d'une entreprise autour de ces nouvelles activités, d'un revenu écologique jeune. Donc ça, c'est une particularité pour ensuite revenir sur la rémunération classique, j'ai envie de dire, du stagiaire. Donc ça, on a cette action très volontariste. On s'appuie bien sûr sur tous les organismes de formation que vous connaissez, mais on s'appuie aussi sur des écoles de la transition, le réseau Être, qui permet justement d'aller vers et de pouvoir remobiliser et offrir dans un écosystème territorial, parce que là aussi, pour nous, c'est très important de rapprocher les offres de formation des lieux de vie, rendre ces formations accessibles et être le plus souple possible pour favoriser c'est la découverte aussi avec le système d'orientation de ces métiers, de ces activités, d'y mettre évidemment du sens, d'y mettre de la promesse aussi de conditions de travail positives qui attirent. Mais, et là c'est une petite alerte que j'ai lue dans les éléments qui m'ont été préparés. Par exemple, puisqu'on parle beaucoup de métiers en tension, hein, par exemple, les formations cette année consacrées au module maintenance, exploitation, etc. de réseaux et d'énergie, notamment d'éolien, les formations, il y a des formations qui n'ont pas
pu donc se dérouler et ouvrir, faute donc de candidats. Donc on voit que même sur ces métiers, on rencontre les mêmes des signaux d'alerte qu'on peut rencontrer sur d'autres filières. On va évidemment les prendre en compte, y travailler avec vous toutes et tous, mais la question de l'emploi, la question aussi de réviser non pas uniquement les socles pédagogiques, les compétences, mais aussi l'imaginaire, c'est-à-dire comment on se projette dans ces métiers, peut-être des nouveaux métiers, de nouveaux, si on prend l'économie circulaire, de nouvelles fonctionnalités, des métiers tournés plus vers les usages, enfin, tout ce qu'on doit peut-être pouvoir, y compris sémantiquement, renommer et donner du sens et donner aussi de l'engagement et de bonnes conditions de travail. Voilà ce que je voulais dire et je vous laisse continuer. Je vais je vais sortir de l'estrade parce que je devrais aussi vous quitter. Voilà, ça fait partie de la vie d'une élue. On doit faire un petit marathon et c'est bien dommage. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup pour cette introduction. Et si vous avez des questions sur le revenu jeune écologique, donc que la région met en place, il y a le stand de l'AREC au départ du salon où vous pouvez aller poser vos questions. Pardon. Alors, si on reprend, voilà, on a bien vu qu'il y avait déjà des métiers en tension avec Agnès Langevin. Si on reprend un petit peu notre déroulé, vous avez sorti une étude, Emmanuel, où vous parlez d'écologisation, c'est ça, des métiers. Alors, qu'est-ce que représente aujourd'hui justement la proportion entre les métiers verts et les métiers verdissants? Est-ce que vous avez un volume, des chiffres un peu pour voir? Oui, mais je termine juste sur la question des nomenclatures parce que effectivement, elles ont le mérite de permettre une quantification que je vais évoquer, mais elles ne sont pas figées pour autant. Elles sont évolutives en fonction effectivement des observations qu'on peut faire. Et il y a d'autres prises en compte, par exemple la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles, la PCS qui a été rénovée récemment, la PCS 2020. Il y a 12 PCS qui sont vertes, 70 qui sont verdissantes, sur à peu près 300 items, mais ça c'est les a priori, c'est-à-dire en fonction de ces définitions. Mais si on utilise des séries de mots-clés et qu'on fait tourner sur l'ensemble de la population, on arrive à ce qu'on appelle l'agrégat vert qui est quand même plus important. Voilà, et autre sujet, emploi, on est actuellement en train de rénover le ROM, le répertoire des métiers de Pôle emploi, en taguant les métiers comme stratégique pour la transition écologique. Ça, c'est en cours. D'accord. Comme le disait Agnès Langevin, en fait, identifier vraiment les métiers qui sont métiers verts. D'accord, très bien. Et alors, est-ce qu'on a une idée des volumes? Oui. Alors, en volumétrie, j'étais un peu surpris des chiffres que tu as donnés en introduction, parce que, bon, selon le champ, hein, je vais préciser, le vert, c'est 0,5% de l'emploi total. Oui. Et par contre, c'est 2% chez les nouveaux entrants, chez les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, c'est en évolution dans le bon sens. Okay. Voilà. Et le verdissant, c'est à peu près 16% de l'emploi total. 16%, d'accord. Donc, en gros... 16-17, voilà. Oui, on est bien loin des 1 sur 6 recrutements dans les métiers verts que j'annonçais, c'est ça? 16%, c'est à peu près 1 sur 6, effectivement. Mais là, on parle du verdissant, mais c'est supposé s'accroître. Parce que, bon, on en reparlera tout à l'heure, il y a quand même la loi climat et résilience qui apporte de nouvelles obligations pour de nombreux secteurs, que ce soit le commerce, l'alimentation, l'agriculture, le bâtiment. Voilà, donc ça ne peut que se développer. Ouais, ouais. Et justement, le bâtiment, c'est un des secteurs où ça se développe beaucoup, les métiers verts? Alors ça devrait, notamment avec les dispositions de la loi climat qui impose la rénovation performante. Alors je ne rentre pas dans les détails techniques, la rénovation performante, c'est 6 postes de rénovation qu'il est judicieux de mettre en place simultanément. Et France Stratégie estime qu'il va manquer d'ici, dans les prochaines décennies, entre 170 000 et 250 000 emplois dans ce domaine. Et les
formations aux économies d'énergie dans le bâtiment qui sont mises en œuvre par la branche ne drainent en fait qu'une très faible proportion des opérateurs sur le marché. France Stratégie estime également donc, que seulement 6% des entreprises du bâtiment au jour d'aujourd'hui sont en capacité de mettre en œuvre la rénovation performante. Donc il y a beaucoup à faire. On voit le gap, en effet, la marche est haute. Alors justement, sur les métiers en tension, Jean-Philippe Burtin, donc vous êtes dirigeant du cabinet de recrutement Borea. Vous êtes spécialisé dans la méthanisation, le solaire, l'éolien et l'efficacité énergétique, comme on venait d'en parler avec Emmanuel. Et pour vous, qu'est-ce que vous voyez sur le marché et quels sont les métiers qui sont vraiment en tension ? Merci de nous accueillir et merci à tous de votre présence parce que voilà, c'est très sympathique d'être venu juste après le déjeuner parce que la plupart du temps, les conférences sont moins nombreuses et on est content de voir beaucoup de monde cet après-midi. Les métiers en tension. On a la chance dans les énergies renouvelables, la transition, on est comme tout le monde, comme dans tous les secteurs en France, être en tension. À double égard, premièrement parce que de nombreux projets sont en train de se créer et que ce soit en solaire, en éolien flottant, je parlais ce midi avec mes voisines de table, et où il y a des vrais projets qui vont se développer, et puis aussi parce que c'est des nouveaux métiers. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se créer, mais il y a 3 profils qui sont en tension. Et j'ai vu dans la salle quelques recruteurs, et j'ai vu aussi des sociétés qui recrutent, donc j'espère qu'ils vont me confirmer cela, et voire même on pourra échanger après. Si on prend le solaire, qui est quand même ce qui nous réunit aujourd'hui avec l'efficacité énergétique à Montpellier, au salon Energaia, il y a tout d'abord tous les profils liés au foncier. Donc foncier, ce qu'on va appeler des prospecteurs, des négociateurs, des développeurs de business, on va appeler ça aussi technico-commercial. Voilà. En fin de compte, on va pouvoir trouver tout le nom, c'est quelqu'un qui va chercher du terrain pour implanter des projets. ENR en particulier. C'est pénurique parce qu'il faut impérativement avoir des gens qui vont sur le terrain, qui vont avoir cette envie d'aller parler avec des élus, avec des administrés, avec des agriculteurs, avec des propriétaires terriens. Et donc, voilà, faut trouver ces jeunes, et c'est moins jeunes parce que il y a aussi une piste de recrutement. Je donne quelques tuyaux quand même. Par exemple, pour des prospecteurs fonciers, c'est trouver des anciens élus, par exemple. Voilà. Et je sais que c'est pas si mal que ça, parce qu'ils connaissent bien le terrain. Ensuite, il y a un deuxième profil qui est aujourd'hui important, c'est tout ce qui va être développement de projet, des chefs de projet de développement PV, sol, agri-PV, tout ce qu'on veut. Ça, c'est la denrée rare. Et là, je pense que voilà. Et souvent, on veut quelqu'un qui a 3-5 ans d'expérience. Donc, alors là, et en plus, pas trop cher. Si c'est pas trop cher, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Et après, il y a toute la partie exploitation-maintenance. Agnès l'a très bien dit en préambule. Aujourd'hui, la maintenance, c'est des profils qui vont être de plus en plus pénuriques parce qu'il va y avoir, grâce au développement des acteurs ici, des projets qui vont se faire. Mais après, il faut faire la maintenance d'un parc solaire, d'un parc éolien. Donc, il faut trouver ces personnes-là. Il faut faire des transferts de compétences. J'expliquerai un peu plus tard sur ces sujets-là. Mais voilà, ce sont ces 3 types de métiers aujourd'hui qui sont vraiment le sujet de beaucoup d'acteurs ici dans la salle et beaucoup qui sont quand même dans les allées. Ils sont pas là, mais je sais que c'est leur préoccupation. Donc foncier, développement et maintenance, les 3 métiers vraiment en tension. Vous, Valérie Beauplein, donc vous êtes directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications en Occitanie. J'allais dire, est-ce que vous faites la même remarque en Occitanie par rapport à ces 3 points-là ? Alors, pour répondre, vous avez fait une étude quand même qui s'appelle l'étude Diactase. Qui a été réalisé en 2023 sur les emplois et compétences des filières des réseaux énergétiques intelligents, du photovoltaïque et de l'éolien flottant. Alors, quels sont les grands résultats de cette étude ? Jean-Philippe les a très très bien présentés. Donc c'est pareil au national et en Occitanie en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est une étude effectivement qui a été réalisée à l'échelle du territoire de l'Occitanie. Qui a été financé dans le cadre de France 2030
Donc on l'a démarré en 2022 et terminé, présenté en début d'année 2023. On l'a réalisé en consortium avec deux campus des métiers et des qualifications. Donc le campus des métiers et des qualifications transition énergétique qui est sur le territoire ouest de l'Occitanie, à Tarbes, le pôle de compétitivité d'Herbie et l'école d'ingénieurs de Tarbes. Et nous avons été accompagnés par le cabinet Catalyse. Donc cette étude, comme vous l'avez dit, on l'a focusée sur trois filières. Et là, je vais vous présenter alors une synthèse de la synthèse au travers de 3 slides. Et vous allez voir tout de suite que Jean-Philippe vous a dit des choses très justes. Ça me rassure, ça me rassure. Oui, mais on va imaginer si on avait dit des choses complètement divergentes. Non, là c'est bien préparé. Donc d'abord vous voyez sur cette diapo, je vais vous expliquer un petit peu la légende parce qu'elle est très riche. Il y a beaucoup d'informations. On va se contenter de la décrire globalement pour pas répéter effectivement ce qu'a dit Jean-Philippe. Vous avez donc 5 icônes qui représentent la manière dont on a travaillé et le type de données qu'on est allé chercher. D'abord sur la filière photovoltaïque. Vous avez donc les petites flèches rouges qui tournent sur elles-mêmes, qui montrent les métiers qui sont en forte mutation, principalement sous l'effet des évolutions technologiques du secteur. Et forte mutation, ça veut dire évolution des compétences. Et pour les établissements de formation, les organismes, ça veut dire s'adapter, faire évoluer les formations. Juste en dessous, la flèche verte qui monte pour montrer les métiers en développement, ceux qui vont demander fournir davantage d'emplois déjà aujourd'hui et encore plus dans le futur. À l'inverse, il y en a relativement peu des baisses de besoins en emploi. Souvent, c'est des métiers émergents, donc c'est l'étoile qui montre les métiers émergents qui font qu'il y a des baisses de besoins en emploi sur certains métiers. Et puis, les fameux métiers en tension dont on vient de parler. Donc voilà pour la légende que vous retrouverez sur chacune des 3 slides. Et nous, dans cette étude, évidemment, parce que c'est ce qui nous intéresse au campus des métiers et des qualifications, c'est faire évoluer l'offre de formation pour qu'elle réponde aux besoins du territoire. On est allé chercher l'offre de formation existante pour montrer si elle était en adéquation ou pas avec les besoins repérés par notre étude. Et donc on voit une croix rouge à un endroit. Ouais. Ça signifie quoi alors cette croix? Alors la croix rouge, ça n'a rien à voir avec les secours. Mais elle n'est pas dans le même sens. Sur la brique, parce qu'on a présenté donc les métiers, vous voyez, en fonction de la chaîne de valeur pour chacune des filières. Sur la brique installer, maintenir, il y a une croix rouge en effet, ce qui signifie qu'on va trouver les métiers en tension dont on vient de parler, des installateurs, des techniciens de maintenance, des conducteurs de travaux pour encadrer tout ça. Et aujourd'hui, l'offre de formation, même si elle existe, elle est insuffisante par rapport aux besoins. Voilà. Vous repérez tout ce qu'a dit Jean-Philippe sur les technico-commerciaux, les chefs de projet, les ingénieurs. Je ne sais pas si vous en avez parlé des ingénieurs. Les ingénieurs. J'aurais gardé pour tout à l'heure. D'accord, ok, ça va. Donc je peux parler des ingénieurs conception système qui existent. Les écoles d'ingénieurs font très bien leur métier, ils sortent, mais on craint qu'il y ait des tensions sur ces emplois-là dans les années à venir. Sur le photovoltaïque. Sur le photovoltaïque. Donc on a les deux autres slides sur lesquels je vais passer beaucoup plus rapidement puisque vous avez compris le fonctionnement. Sur l'éolien offshore, alors là, je rajouterai juste une chose, c'est que c'était super intéressant de regarder les 3 filières en même temps, puisqu'on a pu identifier du coup des métiers qui étaient en tension sur plusieurs filières, ce qui évidemment accroît la demande, donc accroît les tensions. Donc ça, c'était assez intéressant. Et c'est le cas des ingénieurs, encore une fois. C'est le cas des chefs de projet. Il y a une brique dans la chaîne de valeur éolien que vous n'avez pas vue dans la chaîne de valeur photovoltaïque. C'est celle de la production, puisque la région Occitanie entend, au travers de l'installation des parcs éoliens offshore flottants, produire sur place notamment les flotteurs, donc besoin en soudeur, etc., etc.
Et On va peut-être passer. le dernier, pardon. voilà, Ouais, le les dernier, réseaux. c'est les réseaux intelligents. Donc là, c'est encore plus transversal parce que déjà dans les 2 premières filières, on a besoin de piloter. On a des technologies qui sont de plus en plus digitales, de plus en plus connectées et beaucoup de data. Cette data, il faut qu'elle soit analysée, traitée par des ingénieurs. Là encore, on retrouve des chefs de projet pour les smart grids. Les smart grids, c'est des technologies qui permettent de piloter les réseaux énergétiques, mais aussi des métiers dont on n'a pas parlé sur les autres filières, qui sont plutôt des métiers, on va dire, émergents, pas dans le sens nouveaux métiers. Je reprends ce que tu as dit, mais des métiers qui arrivent dans cette filière où ils n'existaient pas précédemment. En agrivoltaïsme, par exemple, pour le photovoltaïque, on a des ingénieurs agronomes. Les ingénieurs agronomes, il en existe depuis très longtemps, mais pas dans cette filière-là. Et donc ici, c'est plutôt tout ce qui, comme je l'ai dit, tout ce qui traite de la data et des designers de services et de produits, ainsi que des métiers plus en lien avec les sciences humaines et sociales. Voilà, parce qu'on a aussi besoin de changer nos usages et de travailler sur ces sujets-là. Très bien, merci beaucoup Valérie pour la présentation de cette étude qui est à retrouver en détail donc, sur le site du Campus des métiers. Alors, on doit normalement le trouver sur le site du secrétaire général à l'investissement, mais j'ai essayé hier et en fait, les études sont plus en ligne, donc j'espère que le bug sera réparé. Mais en tout cas, voilà, nous au campus, effectivement, vous envoyez un petit message si elle vous intéresse et on vous envoie un lien sur notre propre drive pour vous permettre d'y accéder. D'accord, merci beaucoup. Alors, on fait une petite pause parce qu'on a la chance d'avoir Stéphane Béguin, qui est facilitateur graphique et en fait qui va suivre notre débat tout au long de la table ronde et qui va dessiner à la fin la synthèse de nos débats. Et donc là, je fais une petite pause pour peut-être essayer de projeter le dessin de Stéphane en ce moment. Alors, est-ce que c'est possible? Donc, j'appelle Stéphane à la régie aussi. Alors, si vous voulez regarder, il est derrière Stéphane. Il n'a pas voulu se mettre à... voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose, Stéphane? Alors, on voit bien déjà la trajectoire à atteindre et toute la mutation des métiers. C'est synthétique. C'est très bien, ouais, ça sert à ça. C'est parfait, je vais l'embaucher moi tout de suite. C'est pas mal. On voit bien tout de suite l'offre, la demande, en tout cas la demande qui est beaucoup plus importante que l'offre. Et en effet, la balle est dans le camp des candidats. Alors justement, on va enchaîner sur la deuxième partie pour voir un peu le profil des candidats. Aujourd'hui, qui sont les jeunes qui arrivent et qui sont les jeunes qui viennent vers les métiers verts et verdissants? Eh bien, pour répondre à cette question, je pense je vais passer la parole à Emmanuel, peut-être. Vous avez des infos sur la génération 2010 ? Je vais pas rentrer dans le détail, ça serait trop long. Je rebondis sur la question des ingénieurs parce que en Géné 2010, comme la plupart du temps, on en forme environ 20 000 par an dans le pays. On estimerait les besoins plutôt à 30 000. Voilà. Ouais. Et à quelle échéance 30 000 actuellement. Actuellement, d'accord. Oui. D'ailleurs, il y a de grosse concurrence pour le recrutement d'ingénieurs entre différentes filières. Voilà. Et donc, vous avez pu voir sur la diapositive précédente que, outre les ingénieurs, il y a aussi des jeunes peu qualifiés, donc ce qui est une opportunité pour eux, comme le disait la vice-présidente tout à l'heure. Et vous avez pu voir qu'ils sont majoritairement des hommes. Alors pourquoi? C'est pas parce que les femmes s'intéressent moins à l'écologie que les hommes, mais parce que les métiers verts et verdissants que j'ai évoqués sont des emplois pourvus par des sortants de filières très peu féminisées. Donc que ce soit les écoles d'ingénieurs, que ce soit les filières qui viennent d'être évoquées, la maintenance, la soudure, voilà. Donc majoritairement des hommes. Eh ben, ça fait une très bonne transition avec Anna Mélin. Donc, vous êtes chef de projet pour le site internet Les Expertes. Et donc, vous, justement, vous battez pour la place des femmes. Vous avez mis en ligne un inventaire où toutes les expertes sont recensées, notamment pour qu'elles aient plus de poids dans les médias, par exemple.
C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Un annuaire en ligne. Alors, merci parce que je me demandais comment j'allais réussir à faire la transition avec ce qui vient d'être dit, puisqu'on n'est pas du tout spécialisé sur la question des emplois verts ou des énergies renouvelables. Mais effectivement, moi, je suis chef de projet du site internet expert.fr qui est un annuaire qui recense à peu près 6700 femmes expertes de tous les domaines. Donc, je ne sais pas si on peut montrer... Les diapos, hop. Donc voilà, donc on a presque 7000 inscrites. Les journalistes s'accréditent, donc s'enregistrent pour avoir accès aux coordonnées des experts, journalistes et organisateurs, organisatrices de conférences, voire recruteurs, etc., qui viennent également chercher des profils intéressants sur notre site, et donc avec beaucoup de connexions par mois qui ne cessent d'augmenter. Et donc on a différents profils, des chercheuses, des chefs d'entreprise, des personnes de la société civile et des journalistes, ce qui permet de donner un vivier important et de la visibilité à toutes les femmes. Et bon, nous, dans cette table ronde, et l'intérêt, et pour rebondir sur ce qui était dit juste avant moi, c'est que on a quand même un sujet sur à partir du moment où et d'ailleurs la vice-présidente tout à l'heure l'a dit, à partir du moment où on ne permet pas l'imaginaire et le fait de se projeter pour des femmes et des jeunes filles, même des petites filles, dans des métiers comme ceux-là, eh bien on ne féminisera pas les filières. Et pour cela, il y a plusieurs options. Il y a évidemment le vecteur éducation, c'est-à-dire qu'au sein même de l'éducation nationale, dès le plus jeune âge, puis ensuite dans les écoles, les universités, etc., on discute et on montre aux jeunes filles et aux petites filles qu'elles ont leur place dans ces métiers-là, mais aussi dans la représentation qu'elles peuvent en avoir. Si une petite fille ou une jeune femme ne voit que des hommes présents sur tout un tas de thématiques, elle ne va pas se projeter. Je prends l'exemple par exemple pendant le Covid, la place des femmes dans les médias a de nouveau chuté, comme c'est toujours le cas au moment des crises, et elle a chuté, et en plus sur les thématiques, c'est-à-dire que les femmes qu'on voyait, elles témoignaient de comment c'est dur de faire l'école à la maison, de gérer les courses, etc. Et les médecins, les chercheurs, etc. étaient tous des hommes. Et donc quand on regarde les médias qui sont normalement le reflet de la société, eh bien on a plus de mal à se projeter. Donc il y a quand même un enjeu dans les représentations, et on le voit puisque ce sont des métiers en tension qui ont besoin de plus de candidats, et ce serait dommage de se priver de ces talents-là. Et ça, c'est la deuxième partie de mon propos, c'est que l'idée, c'est pas seulement de faire l'égalité pour l'égalité. Donc c'est un objectif qui est louable, mais c'est aussi en termes d'efficacité. C'est-à-dire que les femmes représentent la moitié de la population, elles sont tout aussi compétentes que les hommes, et en ne se donnant pas les moyens de les recruter ou de les former sur ces sujets-là, et notamment des sujets d'avenir, on se prive de compétences et de qualités qui sont déterminantes. Et d'ailleurs, en préparant cette table ronde, je suis tombé sur les chiffres de McKinsey qui disaient que une entreprise qui permet la prise en compte du genre et de l'égalité en son sein a 22% de plus de chances d'être performante. Ah oui. Donc on en est quand même sur des sujets pas seulement idéologiques. Voilà, ce n'est pas seulement l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi l'efficacité. Efficacité économique. Économique, exactement. Ouais, oui, tout à fait. Jean-Philippe, en préparant cette table ronde, justement, vous me disiez que dans le solaire, il y avait la parité homme-femme à peu près. Aujourd'hui, voilà, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du photovoltaïque? Et puis, qu'est-ce qu'attendent les jeunes aujourd'hui? Pardon. Non, mais tout à fait. Et je vais juste rebondir quand même sur les propos d'Anna. Eh ben, je connais beaucoup d'hommes, j'en fais partie, qui ont géré le Covid, les enfants, les entreprises. Il y a toujours des très bons exemples. Et parce que ma femme est médecin, donc c'est pour ça. Donc elle ne passait pas à la télé. Eh ben non, non, elle était dans le dur. Et voilà, donc voilà, donc ça existe l'exception. Et je comprends mieux pourquoi Borea est en pleine croissance, parce que c'est 68% de femmes chez Borea. Donc c'est peut-être pour ça que la société marche bien. Donc merci de me donner une des clés de la réussite. Et aujourd'hui, c'est vrai que souvent, dans les dernières conférences où j'ai pu intervenir, on me demande, voilà,
la parité, est-ce que ça existe, est-ce que c'est un leurre? Alors, de mon point de vue, il n'y a pas de disparité. Si je prends au niveau des salaires, et j'aime bien, on va aller dans le concret direct, hein. Si on prend un chef de projet solaire, 3 ans d'expérience, aujourd'hui c'est à peu près 44-45 000 euros de base. Voilà, donc j'en parlerai après par rapport aux augmentations qu'il y a eu sur les 3 dernières années. Que l'on soit une femme ou un homme, même tarif, même combat. C'est-à-dire que nous, nos clients qui font appel à nous, n'ont pas de différence. Ils ont souvent même des grilles de salaire, mais par niveau de diplôme, pas du tout homme ou femme. Donc c'est vrai que nous, on le voit, dans nos recrutements, on n'a pas du tout ce sujet-là. Donc ça, c'est vrai que au niveau, alors je parle du solaire en particulier, de l'éolien, sur ces projets d'ingénieurs, chefs de projet. Voilà. Après, bien sûr, il y a des métiers, quand on parle de la maintenance, qui restent encore, tout ce qui est technicien de maintenance, on a quand même une tendance plus à avoir des hommes sur ces métiers-là, mais ça change quand même fortement parce que bah, voilà, on a de jeunes femmes qui ont envie d'aller dans ces métiers-là, qui adorent la mécanique, qui ont envie de réparer, de faire la maintenance. Donc ça rentre. Et je ne veux pas dire, mais souvent nos clients nous demandent est-ce que sur ce type de métier, parce qu'on a 20 personnes, c'est 20 hommes, on n'a pas de femmes, et on dit ça peut arriver, vous inquiétez pas. Et des fois, on a des belles surprises, parce que quand on va chasser, bah voilà, c'est pas toujours facile de trouver, mais nous, on va pas mettre en avant plus l'un ou plus l'autre, on va plutôt mettre en avant toujours les compétences. Et c'est vrai que on trouve aujourd'hui qu'on n'a pas trop de disparité dans les métiers qu'on recrute. Et je voulais juste dire, parce que ça c'est important, mais sur la communication auprès des jeunes. Alors moi j'ai 2 filles, donc je profite. Moi mes filles, ils mangent de l'éolien, du solaire, du biogaz toute la journée, et je leur montre. Et je pense que c'est ça en fin de compte. L'avenir, c'est de montrer aux jeunes filles, aux écoles primaires, au collège, toutes les opportunités. Et c'est vrai que c'est un travail de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains d'entre nous ont une expérience plus ou moins longue. On vient tous d'autres secteurs que les énergies renouvelables à la base. Mais c'est à nous d'être porteurs de cette voie-là et de leur dire mais il y a un nombre incalculable de métiers et surtout ouvert à tout le monde aujourd'hui. Voilà. Oui, alors si je peux juste rebondir un tout petit peu, et là sur ce dernier élément, il y a aussi une bataille de déconstruction des projections que peuvent avoir, et notamment les filles à l'école, parce qu'on a beau leur montrer tous les métiers, il y a une expérience qui a été réalisée il y a pas si longtemps, où on présentait un exercice à des enfants qui étaient à l'école primaire. Pour un groupe d'enfants, on leur disait vous allez faire un exercice de dessin. Et donc on leur présentait un exercice, je ne sais plus exactement à quoi ça correspondait. Les petites filles et les petits garçons réussissaient exactement de la même manière cet exercice de dessin qu'on leur avait présenté de dessin. On présente à un deuxième groupe le même exercice en leur disant vous allez réaliser un exercice de mathématiques. C'était quelque chose de géométrique. Voilà. Vous allez réaliser un exercice de mathématiques. Les filles ont moitié moins réussi que les garçons. Tout simplement parce qu'on leur a présenté un exercice de mathématiques ou un exercice de dessin. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des déconstructions à faire et que même les petites filles à qui on va dire « regarde, c'est génial, c'est l'avenir », si on n'a pas déconstruit ce que la société leur insère également, qu'elles seront plus douées voilà, dans le care, dans le dessin, etc., et que les petits garçons sont scientifiques, on n'y arrivera pas, même avec la meilleure volonté du monde. Et ensuite, sur le recrutement et les niveaux de salaire, il y a quand même un gap entre le niveau de salaire auquel on est recruté, qui effectivement est souvent codifié et donc plus ou moins égalitaire, selon aussi qu'on arrive à bien négocier. Et généralement, les femmes sont moins outillées pour négocier un bon salaire. Mais ensuite, il y a le plafond de verre au sein de l'entreprise. Et là, il y a des décrochages qui sont documentés par l'OIT, etc., qui sont indéniables sur les progressions de carrière qu'on peut avoir, qu'on soit une femme ou un homme, y compris dans des filières comme les vôtres. Alors on va clore le sujet, en tout cas du salaire féminin, mais on va rester sur le salaire et les attentes des jeunes. Jean-Philippe, justement, qu'est-ce que les jeunes attendent aujourd'hui? Quelles sont leurs priorités en fait quand ils décident d'aller dans telle ou telle entreprise? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien eux qui ont la balle dans leur camp et qui décident d'où ils veulent aller. Exactement. Et comme je ne veux pas faire trop de bêtises, j'ai repris mes quelques notes.
pour les recruteurs, parce qu'ils vont tous m'écouter. Il y a le avant et après Covid. Dans le recrutement, faut être clair, faut pas se cacher. Même si certains disent non, on parle d'un seul sujet, le télétravail. Je pense qu'ici, je regarde, il y a quelques étudiants, mais bon, on a tous connu le monde d'avant Covid, où le télétravail, si vous faisiez un entretien d'embauche et vous disiez, moi je veux 2 jours de télétravail, on vous disait, oui, non, mais c'est très intéressant votre candidature, vous avez quand même les compétences, mais on va voir demain. Hein. Puis vous n'êtes jamais rappelé. Aujourd'hui, vous arrivez, vous dites, il n'y a pas de télétravail, vous avez déjà perdu le candidat, il ne vient même plus chez vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne vient même pas à la porte de votre entreprise. Sur des projets, bien sûr, je parle par exemple de chef de projet ou d'ingénieur. Après, comme je disais en plaisantant, on a quand même des techniciens maintenance qui nous ont demandé du télétravail. On leur a dit que ça allait être complexe quand même de faire de la maintenance à distance sur des éoliennes, mais bon, quoique maintenant on voit tellement de choses. Donc voilà, mais ils ne comprenaient pas parce que leurs copains avaient du télétravail. On a dit, ouais, mais c'est le concept, c'est peut-être pas le même métier. Comme dans la restauration, c'est des métiers où on ne peut pas être trop dans ce domaine-là. Et donc aujourd'hui, avant Covid, il y avait la rémunération qui était importante, il y avait beaucoup les avantages. J'aime bien le dire, avant on parlait de voiture de fonction. C'était hyper important. Il y avait la mutuelle, il y avait tous ces avantages-là. Maintenant, la première chose, le télétravail, il faut le dire, c'est le sujet numéro 1. Comme, je ne veux pas dire que ce n'est même pas un avantage, c'est quasiment un acquis aujourd'hui. Avec une moyenne, nous on a fait une étude sur l'année dernière, en 2022, la moyenne dans le secteur de la transition énergétique, c'est 2 jours de télétravail. Voilà, il y a une tendance depuis septembre, on essaie de retomber à un jour de télétravail. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs souhaitent ressouder les équipes et une tendance de redescendre sur un jour. Mais voilà, 2 jours. Ensuite, il y a tout ce que nous, on va appeler les valeurs de l'entreprise. Aujourd'hui, pour les candidats, ils veulent des entreprises qui s'engagent. C'est bien beau d'avoir des belles paroles, d'avoir une belle mission, on en a tous. Hein, mais aujourd'hui, ils vont vérifier. Une tendance, par exemple, c'est le candidat va appeler vos salariés en poste. C'est-à-dire que voilà. Donc, et quand votre salarié dit on va recruter quelqu'un, comment ça, c'est quoi l'histoire? Ah bah oui, j'étais appelé ou j'étais par les réseaux, j'ai eu un monsieur qui m'a envoyé un message, savoir si c'était sympa. Est-ce que c'est sympa chez Borea? Voilà. Bon, ça va, on progresse, on recrute, donc j'en déduis que c'est pas si mal que ça. Mais c'est important, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne faisait pas. Donc, on veut savoir le sens, on veut savoir exactement l'engagement, et puis il y a le côté vie privée, vie perso, un équilibre de vie où là, maintenant, c'est très important. C'est-à-dire la plupart du temps, on nous dit moi, je veux pas être soit comme mes parents, premièrement, soit comme le patron, deuxièmement, et parce qu'ils se disent voilà, moi je veux cet équilibre-là, et qui est très en lien aussi avec le télétravail. Tout ça rentre en compte. Ça, c'est les points les plus importants. Et le 4e point, qui est le salaire, en fin de compte. Oui, la rémunération. Et la rémunération. Ça arrive après le télétravail. Exactement. Pourquoi? Parce que comme on est en position de force, aujourd'hui, ça arrive en position de force, et je prends un chiffre. Sur les 3 dernières années, en moyenne, c'est 15% d'augmentation sur le même poste, entre 2020 et 2023. Donc voilà. Donc aujourd'hui, un chef de projet qui était à 37, 38, on est à 43. Donc pour le même poste, pour la même fonctionnalité, mais sauf que de là, vous avez rajouté déjà 15%, vous avez rajouté 2 jours de télétravail, vous avez rajouté de bien-être au boulot, donc une salle de massage, une salle de sieste, une salle, quelques avantages, parce que c'est important, parce qu'on est obligé de faire ça aussi, parce qu'on a besoin de garder nos salariés et on veut leur faire plaisir, parce que je trouve que c'est hyper important dans le bien-être au travail, mais c'est une demande, donc on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, on fait des séminaires, on a fait des séminaires sylvothérapie, on va dans la forêt, on essaie de se mettre en connexion avec la nature, parce que je pense que c'est important et il y a une demande surtout de nos salariés. Donc si on veut les garder et qu'ils soient bien au boulot, on va le faire. Mais tout ça, c'est important parce que malgré tout ça a un petit coût. Il ne faut quand même pas se l'oublier. Tout à fait, parce qu'en plus, c'est tout ça, donc investir pour les jeunes et des jeunes qui partent au bout de 3 ans en plus. Avant que je redonne la parole à mes voisines et voisins, aujourd'hui, c'est très simple. Avant Covid, une personne restait 48 mois en poste, 4 ans. 4 ans sur la même mission, un chef de projet, c'était classique. Aujourd'hui, au mieux, c'est 36 mois. Ah oui. Et quand on dit 36 mois, c'est-à-dire les 6 premiers mois, il s'acclimate au boulot. Il vérifie, ça se passe bien, que il est en raccord avec la mission, le job. Les 3 derniers mois, il ne travaille plus. Il est en préavis.
Donc déjà, on a déjà quasiment 9 mois, la personne n'est pas complètement opérationnelle. Donc il y a un gros 2 ans où il va être vraiment focus. Ce qui change beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de RRH, DRH ici, présents. C'est-à-dire que ça s'anticipe énormément. Ça s'anticipe énormément. Et alors, j'ai un de mes collaborateurs qui est ici, mais qui vient de partir, parce que je pense qu'il avait marre de m'entendre, qui vient d'arriver dans mon cabinet, Clément. Il a été recruté au mois de juillet. On a fait la proposition au mois de juillet. Il est arrivé au mois de novembre parce que, avec les vacances, tout ça. OK. Septembre, démission d'une de mes collaboratrices, 3 ans au sein du poste. Jeune ingénieur, elle est arrivée à 25 ans, à 28 ans, elle me dit Jean-Philippe, moi ça fait 3 ans, je m'épanouis, je pars en Australie. Donc là, elle part 1 an faire un break. Mais il faut juste qu'en tant que chef d'entreprise, il faut vachement anticiper. Et donc, Clément, qui était venu pour une augmentation, une croissance d'activité, en réalité, il a fait un onboarding, il reprend un poste et on recrute d'autres personnes. Donc, il faut toujours être dans ce mouvement-là, essayer d'anticiper. Et nous, en milieu RH, on le fait avec nos clients, c'est de se dire, voilà, là, on est dans la zone de risque. Dès qu'on a quelqu'un qui a 2 ans dans une boîte, on sait, il y a de grandes chances qu'il va partir. Et je terminerai juste sur un point. Beaucoup d'entre nous, nous travaillons dans cette transition énergétique. Il faut savoir qu'un chef de projet, et je pense qu'il y en a qui en ont beaucoup chez eux actuellement et qui m'écoutent peut-être, ils sont sollicités au minimum 2 fois par semaine par un recruteur. Les chasseurs de tête. De tête, comme Boréa bien sûr, sauf pour nos clients qui ont la chance qu'au moins on ne va pas chasser chez eux. Mais bon, ceux qui ne sont pas nos clients peuvent devenir une source pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand vous êtes 10 chefs de projet, vous dites, ils se font contacter par mail, par LinkedIn, par téléphone. Puis un jour, il ne s'entend pas avec son chef. Et puis un lundi matin, puis le vendredi, sans faire exprès, il a une connexion. Il se dit, pourquoi pas. Et puis l'autre lundi, il arrive, il a une proposition. Et voilà. Ça va très vite. Très très vite. Mais on a le sourire. On a le sourire, c'est l'essentiel. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces informations bien précises. On continue avec Valérie Poplin. Donc, vous, au sein des campus, est-ce que vous voyez des formations qui sont plus plébiscitées par des jeunes ou moins plébiscitées ? Voilà, comment les jeunes apprécient vos formations ? Alors, après, quand même des informations plutôt positives sur le recrutement. Tout à fait. Nous, on a des sujets d'inquiétude. Alors, pas effectivement sur tous les niveaux de qualification. Ça se passe plutôt bien, y compris en termes de parité dans les écoles d'ingénieurs. Il y a une belle évolution du nombre de filles en école d'ingénieurs dans les niveaux de qualification les plus hauts. Donc, ça présage des bonnes choses pour l'avenir. En revanche, c'est un peu la cata au niveau des formations donc d'entrée, des qualifications d'entrée dans le métier, CAP, bac professionnel, mais jusqu'au BTS. C'est quoi, par exemple, comme métier derrière ? Alors, donc c'est vrai qu'on est plutôt sur des formations, les formations qu'on vous a montrées, c'est des formations plus techniques, plus scientifiques. Il y a les techniciens de maintenance dont on a beaucoup parlé. Il y a tous les métiers liés à la construction aussi. J'en ai pas parlé parce que c'était pas le sujet de l'étude, mais on est sur ces métiers-là. Donc là, le taux de filles et l'attractivité en général, filles-garçons, est plutôt en berne. Donc on a vraiment la conscience que on parle, enfin c'est même pas de l'attractivité dont il faut parler, c'est avant tout de l'information et de la connaissance de ces métiers. Les jeunes, il faut savoir que les dernières études montrent qu'au collège, en moyenne, un élève n'est pas en capacité de citer plus de 10 métiers, en tout, globalement quoi. Et nous, nos métiers, les métiers dont on parle entre nous, montrent connaisseurs, voire experts. C'est pas des métiers que l'on a au quotidien autour de soi, qui sont visibles. Ce sont des métiers, si vous n'avez pas quelqu'un de la famille qui les connaît, qui vous les décrypte, vous ne les connaissez pas. Donc il y a un énorme effort, on en parlera plus tard, d'information, de découverte de ces métiers. À faire dès le plus jeune âge. Et c'est urgent. Parce que là, aujourd'hui, les viviers, alors qu'ils devraient augmenter, ils sont plutôt en train de se tarir. Ouais, ok. Donc des formations qui ne sont pas encore complètes, en face des candidats qui ont toutes les cartes en main et donc qui ont des prétentions assez élevées pour les recruteurs. On va voir ce que ça donne du côté de Stéphane.
Alors, je fais signe à l'autre Stéphane à la régie pour aller voir le dessin. Là. On en est où alors de ce dessin synthèse? Ah oui, ça a bien évolué, c'est bien fourni. Hein. Donc, on voit 3 lignes directrices directement. Les métiers en tension, les talents féminins, l'attractivité des métiers. Et Stéphane qui fait encore en direct avec la qualité. Et juste pour compléter ce que disait Valérie, aujourd'hui c'est vrai que trouver 10 métiers pour un jeune qui passe le bac, je vais vous dire le premier métier c'est influenceur, agent immobilier, décoratrice d'intérieur. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle des énergies renouvelables, ils voient sur l'autoroute des éoliennes et ils se disent c'est ça les énergies renouvelables. Donc il y a une énorme communication à faire. Et on a plein de gens qui travaillent dans la com ici. C'est vrai qu'il y a un vrai travail parce qu'aujourd'hui, le potentiel est tellement énorme. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'ils ne connaissent pas grand-chose de nos métiers. Hein. Voilà. Donc voilà. Tout à fait, donc un gros point, communication, pédagogie, imaginaire, déconstruction. On a bien entendu, en gros, c'est la société qui doit changer par rapport à ces métiers-là. Alors Anna, je me tourne un peu encore vers vous. Est-ce que, enfin, j'allais dire par rapport à ce que disait Jean-Philippe, comment recruter des femmes? Est-ce qu'il y a une façon particulière ou en tout cas des méthodes à mettre en place pour attirer les femmes dans ces métiers verts? Bon, alors j'ai peur de me faire taper sur les doigts par mon voisin Non, moi je est un grand recruteur. Donc du coup, experte. Hein. Oui, tout à fait. Mais donc on va peut-être avoir un débat. Non, moi, ce qu'on porte nous, c'est quand même avoir un regard à la fois sur ce que les personnes vont attendre de leur environnement de travail, et donc ça, voilà, on vient d'en parler. Il y a un rapport de force qui est du côté des salariés en ce moment, qui est clairement, et ça s'est inversé. Alors moi, je saurais pas dire depuis quelle année, mais peut-être depuis le Covid, ou en tout cas le rapport de force inverse. Et donc, il y a à la fois des éléments à apporter sur l'environnement de travail pour garantir aux femmes qui viendraient dans l'entreprise qu'elles seront dans un espace safe. Et donc, ce que vous disiez sur, une candidate peut téléphoner ou rentrer en contact avec un des personnels de l'entreprise, ce sont aussi des questions qui peuvent se poser sur est-ce qu'en tant que femme, je serais respectée, je ne serais pas soumise à un environnement sexiste, à des remarques sexistes, etc. Voire, est-ce que je serais respectée dans mon évolution de carrière? Est-ce que est-ce qu'on n'est pas pénalisé lorsqu'on est à 80% parce que on s'occupe de ses gamins le mercredi? Est-ce qu'on est pénalisé parce que quand on a un enfant malade, on doit rentrer à la maison s'en occuper, etc., etc. Donc il y a tout des éléments sur l'environnement de travail qui est déterminant à mettre en place en interne. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une volonté stratégique à avoir de l'entreprise si elle veut vraiment faire leur place aux femmes en son sein. Et donc ça se décline par la mise en place d'un environnement de travail et de recrutement. On sait très bien que les femmes sont socialisées en étant moins à l'aise avec la prise de parole en public, moins à l'aise avec la mise sous pression. Donc je généralise pas, il y a bien sûr des femmes qui s'en sortent, mais la manière dont la société nous socialise, on va être plus en difficulté dans un rapport conflictuel ou dans une mise sous pression, etc. Et donc la manière de construire le processus de recrutement est déterminante pour que les femmes s'y retrouvent et puissent exprimer toutes leurs compétences. Je m'explique. Une femme à qui on va donner un détail, quand dans un processus de recrutement, on donne le plus de détails possible sur le déroulé du processus, sur le déroulé de l'entretien, etc., sans faire péter toutes les méthodes de recrutement. J'imagine qu'il y a des exercices de mise en situation qui nécessitent que la personne soit un peu surprise, mais à minima qu'elle soit prévenue qu'il y aura une mise en situation sur tel et tel sujet. Eh bien, des personnes qui sont moins à l'aise avec la mise sous pression, mais qui sont tout à fait compétentes pour le poste pour lequel elles postulent, vont s'y retrouver. Et on va comme ça supprimer des biais de recrutement qui peuvent exister lorsqu'on ne prend pas ce sujet en compte. Donc ça va être la préparation de l'entretien, ça va être l'accueil des personnes, ça va, etc., etc. Et derrière ça, il faut une véritable volonté de faire en sorte que les femmes aient envie de venir dans l'entreprise et y trouvent leur place.
Ouais, on comprend bien les méthodes à mettre en place et plus largement, en effet, la stratégie de l'entreprise pour attirer des femmes. Alors justement, on va faire un saut dans le futur. Valérie, à votre avis, comment attirer les jeunes pour venir dans vos formations ? Si vous avez une recette. Je me posais la même question. Ouais, surtout pas de recette. Après quelques années d'expérimentation, d'essais plus ou moins concluants, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il faut multiplier les occasions de faire se rencontrer des jeunes professionnels, plutôt des jeunes professionnels, puisqu'ils ont une manière de s'exprimer qui va être beaucoup plus proche de celle des jeunes que l'on veut cibler, d'autant plus qu'on va devoir aller les chercher de plus en plus jeunes si on veut impacter. De plus en plus jeunes, ça veut dire dès le collège. Et donc, on ne parle pas métier à un collégien comme on va parler métier à un futur ingénieur. Il faut avoir des outils, il faut passer par le jeu, des jeux sérieux, mais des jeux quand même. Il faut être beaucoup dans le concret. C'est ce qu'ils nous ont appris au travers de nos expérimentations, justement. C'est que, le digital, ils en sont quand même déjà perfusés à longueur de journée. Donc, revenir vers du concret, c'est-à-dire leur proposer de faire des gestes métiers, d'échanger avec des alternants qui sont déjà dans un cursus. Ça, c'est plébiscité. Aller visiter des entreprises, visiter des chantiers, toucher, voir comment ça se passe réellement l'environnement. Ça, c'est vraiment plébiscité. Et je voudrais citer 2 exemples de manière de rendre visible, justement, de mieux rendre visibles ces métiers et de les faire découvrir. Le premier exemple, c'est l'initiative de la région Occitanie de développer des nouveaux concepts de forums de découverte des métiers. Donc ça s'appelle Idées métiers. Et sur ces forums, on fait tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un espace d'échange où les jeunes viennent rencontrer, donc ce sont des collégiens. Ils viennent rencontrer, échanger avec des professionnels, mais ils sont guidés, ils sont accompagnés, ils sont challengés aussi, puisqu'ils ont un petit livret à remplir. Donc il y a un côté très engagement, implication. Et là, vraiment, c'est bluffant de voir la différence de comportement des mêmes jeunes entre un salon, on va dire, classique, avec un établissement, un kakémono, une personne plus âgée qui vient leur raconter qu'il faut absolument faire cette formation. Et ce type de nouveaux événements de mise en situation autour du jeu. Alors, il y a des influenceurs qui viennent leur parler, il y a tout ça, évidemment. Il y a des codes que je ne comprends pas toujours tout le temps, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marche. Et c'est ce type d'action en fait qu'il faut déployer parce qu'évidemment les collégiens ils sont très 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 nombreux, donc il faut démultiplier tout ça. Et l'autre exemple dont je voulais parler, c'est une initiative qu'on a pris en réseau national des campus au niveau national avec le comité stratégique de la filière TAS, Technologie avancée des systèmes énergétiques, et l'ONICEP. On a identifié 100 formations métiers nécessaires pour faire la transition énergétique, qu'on labellise transition énergétique et qui seront visibles, labellisées. Alors, c'est des formations qui existent, on se comprend bien, sur le site de l'ONICEP dès le mois de janvier. Et on espère guider comme ça les candidats et les familles, les aider un petit peu dans tout le méandre des nouveaux métiers, nouvelles compétences, etc. On voit qu'il y a pas mal de travail à faire sur l'orientation en fait des jeunes dès le plus tôt. Anna, vous vouliez compléter ? Du coup, il y a peut-être un enjeu de pénétration du milieu par d'autres moyens que ce que vous utilisiez, ce que vous disiez là, les influenceurs, mais même les réseaux sociaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est un peu loin du jeune dont les parents ne sont pas forcément formés, pas au courant des personnes qui peuvent accompagner, etc. et qui n'ont pas accès à ces ressources-là qu'il faudrait leur apporter quasiment sur un plateau, là où ils regardent. Oui, tout à fait. Il faut être présent là où ils regardent, ce sur quoi ils sont branchés. Et l'initiative de travailler avec des influenceurs est tout à fait naturelle, même si elle n'est pas naturelle pour nous. Elle est
évidente en fait, elle est tout à fait rationnelle. Ouais. Se mettre à leur niveau. Un petit mot d'Emmanuel. Oui, sur ce sujet, je pense qu'il faut aussi que l'éducation nationale prenne sa part de responsabilité, parce que les enseignants ne sont pas les derniers à prescrire des orientations genrées. Il faut déconstruire aussi la problématique. C'est tout à fait vrai. Nationale. Voilà. Jean-Philippe, vous vouliez ajouter un mot ? Non, mais ça peut se retourner contre nous parce qu'aujourd'hui, une association qui est anti-éolienne ou photovoltaïque, AgriPV, va utiliser ces moyens de communication, un influenceur, pour vous dire, non, attendez, vous avez vu, ça dénature le paysage, ça prend feu, une éolienne prend feu, parce qu'on prend une vidéo sur YouTube au Portugal, il y a 10 ans que ça a pris feu, ça va dans les champs, vous voyez, c'est dangereux. Et c'est utilisé contre nous. Alors qu'on sait que ça représente 0,0001% de problématiques. Voilà. Moi, je dis, parce que moi j'aime bien dire à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont contre ce système-là, faut se dire qu'aujourd'hui beaucoup se disent oui, mais c'est dangereux, on ne sait pas, ça vient de l'autre côté du monde des panneaux solaires, la méthanisation, ça peut exploser. Et je leur dis, mais vous avez complètement raison, mais est-ce que vous voulez charger votre téléphone un jour ? Voilà. À partir de là, si vous voulez pas de centrale nucléaire, vous voulez pas d'éolienne, ça va être un peu complexe. Hein. On s'en revient comme faut pédaler. Voilà, faut pédaler ou faire comme nos voisins allemands, mais on va pas faire comme eux. Hein, on va pas remettre du charbon. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que eux utilisent des fois contre nous et ils se questionnent énormément. Voilà, mais en tout cas, utiliser les jeunes pour parler aux jeunes, quoi, tout simplement. Et puis peut-être. On est tous jeunes, Hein. Ouais. Enfin. mais eux, ils le voient que c'est pas vrai. Juste un mot, Jean-Philippe, par rapport aux perspectives de marché. Donc, on a déjà cité pas mal de métiers. On n'a pas parlé de l'hydrogène. Est-ce que ça, c'est vraiment des futurs métiers qui vont arriver ? Alors, l'hydrogène, c'est pour nous tous un très très beau horizon. On ne sait pas où on va, mais on y va. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est 5000 emplois directs en France. C'est 14 500 emplois en tout, donc avec l'indirect. France Hydrogène, par intermédiaire de son président Philippe Bouclier, a dit, et avec une étude sérieuse, 100 000 emplois en 2030. Sachant que l'objectif, c'est 300 000 emplois dans la transition énergétique en France. 300 000 emplois, transition énergétique, 100 000 dans l'hydrogène. C'est des nouveaux métiers, ça n'existe pas. Donc, il y a une vraie tendance de fond. Sur un métier qui est quand même assez complexe, hein, ça se fait pas aussi bien que ça. Et quand je parle d'hydrogène, bien sûr, vous avez tous compris, on parle d'hydrogène vert ou hydrogène bas carbone pour aller plus loin, pour parler aux électriciens ici présents peut-être, avec le nucléaire. Mais si on prend l'hydrogène vert, bah voilà, c'est-à-dire qu'il faut des projets solaires. Donc il va falloir qu'on en mette quand même des champs agrivoltaïques et des parcs éoliens, il faut qu'on en mette aussi. Donc aujourd'hui, il y a une vraie tendance. Et ce qui est intéressant, donc des métiers, il va y en avoir énormément. Aujourd'hui, bah voilà, ça c'est des chiffres et on va y aller. Ce sera peut-être pas 2030, 35 ou 40, mais c'est la tendance, elle est là. Mais surtout, moi, ce que j'aime dire, et je sais qu'on va arriver en fin de sujet, ce qui est important dans nos métiers de la transition énergétique, c'est que ce sont des métiers qui évoluent et qui sont dans l'innovation. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient là il y a 10 ans, et je vais prendre 2 exemples. Si je prends le gaz, peut-être que certains qui travaillent dans le gaz et le biométhane qu'on injecte dans la méthanisation dans le réseau, il y a encore 5 ans, on disait, bon, faut savoir qu'on injecte du gaz, ça part toujours dans le même sens. Et moi-même étant pas ingénieur, j'ai dit, mais si un jour on a plus de gaz à injecter, comment on fait ? Il y a 5 ans, bon, on disait, on torche, donc c'est-à-dire le gaz, on le brûle et ça part classique dans le monde de l'industrie. Et je dis, mais on peut pas le stocker, le remonter, je sais pas. On m'a dit, c'est pas facile. Aujourd'hui, il y a 12 stations GRT Gaz qui remontent le gaz, qui le stockent et qui le réinjectent dans le réseau le moment venu. Donc, des nouveaux métiers, des nouveaux ingénieurs, de l'innovation. Donc, on crée énormément. On prend l'éolien. Si on prend l'éolien sur cette belle région de l'Occitanie, des parcs éoliens onshore, on n'en crée pas tous les 4 matins. Il y en a quelques beaux projets, mais il y a plus de mégawatts qui sont produits chaque année en éolien. Donc, comment on fait ? Repowering. Donc, on a des champs existants. Une machine, une éolienne, ça faisait 2 mégas. Aujourd'hui, on va la remplacer, on en met une 3 mégas. Bah, quand on a 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, on produit plus, 50% de plus sur le même parc. Et tout ça, ça crée des nouveaux emplois, ça crée de l'innovation, ça crée des ingénieurs. Donc, c'est dire énormément ça. Deuxièmement, ce sont des emplois durables. Donc, nous-mêmes, on va faire notre carrière dans la transition énergétique, ici présent, pour la plupart. Nos enfants, complètement. Et ça sera une carrière longue dans plein de métiers, dans plein de secteurs, mais dans le secteur éolien, solaire et autres. Et troisièmement, ce sont des emplois non délocalisables. Et ça, je trouve ça assez sympathique. Quand on a un site de méthanisation, quand on a un parc solaire, une fois qu'il est installé,
si Dieu le veut, on ne devrait pas nous l'embarquer. Voilà. C'est-à-dire qu'il va rester, on va avoir des emplois qui vont rester localement. Voilà, c'est important. Bon, on comprend bien qu'il y a énormément de potentiel dans ces métiers Oui. verts, mais qu'il y a aussi énormément d'imaginaire à apporter. Je reprendrai ce mot-là, de déconstruction, de pédagogie. On va clore cette table ronde sur ces mots-là. Je vais laisser la parole à Stéphane, le dessinateur, pour qu'il nous explique un petit peu ce qui nous a retracé, voilà, toutes ces directions. Est-ce que Stéphane, tu as un micro? Non? Ah, on arrive. Pardon. Alors c'est vrai que déjà, c'est une femme, non? Qui fait coucou et on voit pas mal de choses. Hein. C'est ça. Mais moi, j'aurais bien rebondi sur les talents féminins, mais on peut peut-être échanger avec Stéphane. Allez, la parole à Stéphane. Oui, avec plaisir. Ça s'efface, on peut faire du rewarding, on peut l'ajuster vraiment avec plaisir. Bonjour à tous. Je ne vais pas vous faire la synthèse de ce que vous avez sous les yeux. Ça, vous pouvez le lire tout seul. C'est très compliqué de faire l'exercice de donner une synthèse après avoir été concentré en posture de silence là-dessus. Moi, je voudrais juste vous faire partager une chose, c'est que on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc on a un sujet avec l'imaginaire, notre capacité à donner l'envie, à se projeter dans le futur. Ça me semble indéniable, enfin en tout cas c'est ce que j'ai clairement entendu dans les échanges qui ont d'aujourd'hui. Sur ces métiers-là, ça concerne la génération qui est en dessous de moi, en dessous de nous en l'occurrence, ce que vous appelez la jeunesse. Moi, il y a un truc qui me semble hyper important, c'est qu'on a encore aujourd'hui, on a un regard qui est sur des métiers d'aujourd'hui, qui datent de la génération de nos parents, que nous on vit, et on va recruter sur ces métiers-là, et c'est ces métiers-là évidemment qui sont impactés sur demain. Il y a des études qui disent à peu près la moitié va disparaître, on en aura autant de nouveaux, par exemple. Mais moi, il y a un truc moi qui résonne là aujourd'hui, j'avais pas regardé ça avant, c'est comme sur beaucoup de sujets, je pense que ça vaut le coup de partir des jeunes, leur demander comment ils voient ça demain, quel type de formation, et presque d'inverser la vapeur, plutôt que d'essayer de faire évoluer nos métiers. On est quand même obligé de le faire, puisque ça va dans ce sens, mais en même temps, c'est co-construire avec cette jeunesse. C'est comment ils voient leur métier demain, qu'est-ce qu'ils ont envie. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a un gros sujet entre la qualité de vie, l'équilibre de la vie pro et perso. Tout ça, c'est des terminologies que nous, on a en termes d'adultes. Les jeunes ne sont pas forcément, enfin en tout cas ne l'expriment pas de cette manière-là. Donc, co-construire avec eux cette partie du futur sur ces métiers verts, moi, ça me semble peut-être une piste. Et oui, les influenceurs, oui, les tiers de confiance sont très certainement des acteurs, mais c'est peut-être cette jeunesse qui s'empare de ça, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal parfois à comprendre c'est quoi les leviers pour eux, vu de notre scope. Voilà. Je m'arrête parce que j'en pourrais continuer beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Je change talent féminin. J'étais en train de réfléchir à ce qu'on pouvait mettre à la place, mais ce que je voudrais pas, c'est que le propos soit mal compris sur le fait que l'idée, c'est pas que les femmes ont des talents particuliers qui seraient intrinsèquement féminins. Ok. Mais elles ont les mêmes talents que les hommes et qu'il faut en bénéficier également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de talent, elles ne sont pas plus quelque chose, parce qu'on on peut les essentialiser très souvent. Et voilà. Donc j'ai pas forcément la solution à la place de talent féminin ou les compétences des femmes peut-être, mais en tout cas, il ne faudrait pas qu'elles soient essentialisées. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je ne voulais pas mettre la place des femmes. Oui, je vois aussi. Vous pouvez répéter ce qu'on m'avait dit juste avant ? Les compétences des femmes. Les compétences des femmes, ouais. Ça vous va ça ? Ouais, ça vous semble cohérent ou si Ils sont plus compétents que les hommes, ça c'est sûr. Ça, je Mais confirme. surtout pas les compétences féminines par contre. Et pas les compétences féminines, voilà. Compétences des femmes, je Voilà. vous le change de suite. Eh ben merci. Bon, alors un grand bravo à Stéphane. Bravo, je pense qu'on peut l'applaudir Merci. parce que il a fait ça en direct et c'est vrai que c'est vraiment pas simple de synthétiser toutes les idées d'un seul coup. Merci beaucoup Stéphane, et je pense que ton dessin sera retrouvé sur le site d'Energaia. Alors on passe justement à vos questions. Si vous avez, je crois que c'est Amina qui a le micro normalement, voilà, qui peut vous apporter un micro. À vous la parole. Il y a eu pas mal de sujets d'aborder. N'hésitez pas à lever la main.
Comme ça, vous pouvez vous présenter et poser votre question. Ah, ça ne marche pas. Tenez, prenez le mien. Je vais faire. Maintenant, ça marche? Oui. Donc, Andrea Axinte, Europe PM, cabinet du Conseil en financement européen, mais j'ai aussi des autres casquettes associatives, ancienne présidente de la Jeune Chambre économique du Montpellier et autres engagements associatifs. J'ai une question pour vous, deux questions. Une première, c'est comment vous pensez que la loi immigration va impacter le recrutement parce qu'on sait que on travaille beaucoup des cadres, mais on a besoin aussi de main-d'œuvre. Et je sais qu'il y a une grosse tension sur trouver les gens qui doivent travailler sur les chantiers qu'on propose. Et deuxième, c'est plus lié au côté fonds européen. Si vos structures, ils ont bénéficié du financement FEDER ou FSE pour développer des projets de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle pour les green jobs. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Alors sur la question de l'immigration et donc peut-être des formations, j'allais dire bas niveau, enfin plutôt bac, BTS qu'on disait tout à l'heure, est-ce que ça peut être pourvoyeur de main-d'œuvre, c'est bien ça? Ça serait plutôt l'inverse. Oui. S'il y aura des interdictions, déjà qu'il y a une grosse tension, comment vous pensez que ça va évoluer? Tout à fait, ouais. Alors, moi, je vais répondre sur la première question. La deuxième, moi, j'ai pas eu d'aide. Un petit cabinet de recrutement, on n'a pas tout ça. Première question par rapport aux profils qui viennent de l'immigration. C'est un sujet touchy, donc je suis content de le prendre en premier. Aujourd'hui, quand vous êtes recruteur, on a aujourd'hui tout ce qui est communication comme extérieur, par exemple une annonce d'emploi. Chez Boréa, mais c'est à peu près ça chez les développeurs ou autres, on a une chance sur 10 de trouver par rapport aux annonces le bon candidat. Aujourd'hui, c'est la tendance marché. Sachant que 80% des gens qui répondent ne viennent pas de France. De France, parce qu'on a quand même eu l'Europe, italien, un peu espagnol, on a beaucoup sur l'Afrique du Nord, des gens d'un très très bon niveau. Et nous, on a beaucoup d'ingénieurs tunisiens, marocains, qui veulent venir, qui font des superbes études, alors qui font des fois des échanges. Je sais qu'il y a des échanges énormément avec des campus sur Montpellier ou autres. Donc qui viennent, qui peuvent réussir à faire un stage, parce que c'est pratique, un petit stage en M2, et qui veulent rester pour plein de raisons, parce que y a du boulot, parce que ça les intéresse. C'est complexe pour les entreprises aujourd'hui en France de les recruter. C'est-à-dire qu'il y a tout un process à mettre en place, qu'on a mis des annonces, qu'on a pas reçu les bonnes candidatures, s'il y a un contrôle. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, de taille modeste, des boîtes à 15, 20, 50 personnes, s'ils peuvent éviter de prendre ce chemin-là, ils le font pour des raisons où ils sentent qu'ils vont avoir plus de problèmes que d'avantages. Les grandes structures ont la chance d'avoir des services juridiques, des services RH, et eux ne vont pas hésiter à dire on tend la main. Et on a besoin de tendre la main parce qu'on n'a pas les compétences chez nous. Alors, on peut les avoir, mais je pense il y a peut-être un manque de motivation peut-être, et qui fait que certains sont peut-être plus motivés pour réussir ces challenges. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est complexe. Parce que c'est tout un sujet, c'est un vrai parcours du combattant. Nous, on a accompagné des clients dans cet engagement-là. Voilà, et parce qu'on a travaillé pour eux et qu'on ne trouvait pas à un moment donné les compétences. Et on a eu des très bonnes compétences qui venaient de l'étranger, mais on a dû mettre en place un dossier. Alors là, quand un recrutement, ça prend déjà 3 mois, je parle pour Boréa, pour trouver la bonne compétence, là, vous partez sur 6 mois. Parce que déjà, il faut trouver la personne, il faut les papiers, il faut faire... Donc voilà. Mais je pense qu'on est sur quelque chose de global. Le recrutement, c'est global. C'est un peu plus que l'Europe même. Voilà. Emmanuel Sulzer, en tant que sociologue, est-ce que vous avez une réponse par rapport à cette loi immigration? Je vais faire une réponse générique parce que c'est malheureusement un problème récurrent. On sait très bien que si on durcit les conditions d'accès à l'emploi, ça va avoir pour principal effet de précariser davantage la main-d'œuvre immigrée. Parce que ces gens-là, ils auront toujours besoin de travailler et en plus, les entreprises ont toujours besoin d'eux. Je vous prends un exemple.
Dans les quartiers nord à Marseille, il y a un entrepôt de matériaux de construction. Vous passez à n'importe quelle heure de la journée devant cet entrepôt, il y a des Africains qui sont là sur le trottoir, qui attendent d'être embauchés pour un chantier. Donc voilà, ça, c'est très simplement ce qui risque de se passer. Alors, merci beaucoup. Sur la question des fonds européens, Emmanuel non, mais en tout cas Valérie Poplin, donc en tant que directrice du campus des métiers et des qualifications. Alors, c'est pas toujours transparent pour nous, côté organisme de formation, si on bénéficie ou pas de FSE, parce que pour les formations qui sont financées par le droit commun, les formations pour les demandeurs d'emploi, souvent ce sont les collectivités ou Pôle emploi qui captent ces fonds et nous en font bénéficier, mais c'est très souvent le cas. Ensuite, si pour des projets plus spécifiques liés à l'évolution d'équipements notamment pour développer de nouvelles formations, nous on a été lauréat d'un PIA 3, donc c'est plutôt des fonds d'État, mais il n'est pas impossible que ces fonds d'État, que l'État ait capté des fonds européens pour nous aider aussi, de type FEDER. Dernier point, on a pu développer un projet de coopération Erasmus+. Voilà, Erasmus+, avec 5 autres pays europééens pour travailler sur le sujet des drones, de l'usage des drones dans la construction. On a vu que les drones arrivaient sur beaucoup de types de secteurs d'activité. Donc voilà, on est en train de concevoir un programme de formation qui pourra être utilisé par des établissements dans toute l'Europe. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Vous avez tout compris ? Il n'y a pas une remarque ou un aspect des choses qu'on n'a pas abordé ? Ah oui, tout au fond. Amina, s'il te plaît. On va enfin avoir la parole d'un jeune. Ah, mais on est tous jeunes, faut arrêter ça. Je revendique la jeunesse jusqu'à 50 ans. Voilà. J'ai pas compris. On vous écoute, pardon. J'ai pas compris la dernière phrase qu'elle a dit. La dernière phrase de Valérie. Oui. Alors, j'ai oublié, alors je fais une petite synthèse. Un programme Erasmus+. Oui, alors, tu connais Erasmus, les programmes Erasmus ? Non, pas du tout. Ah, voilà. Donc, Erasmus, c'est un programme européen qui existe depuis de nombreuses années maintenant, qui permet, il est très connu parce qu'il permet aux étudiants de partir faire une partie de leurs études dans un pays européen. Voilà, donc c'est de la coopération entre des universités ou des écoles, voilà. Et dans le programme Erasmus+, donc tu auras compris que c'est un programme qui est destiné à l'éducation, à la formation. On peut aussi travailler avec différents établissements de formation pour réfléchir ensemble à comment on peut faire évoluer les formations, à faire de nouvelles formations. Et plutôt que de les créer chacun dans son coin, mais on coopère. Pour être plus intelligent, on espère en tout cas. Et donc il y a des formations sur les drones au niveau européen. C'est ça, enfin la collaboration en tout cas tout à fait. Entre plusieurs pays. Okay. Et Erasmus n'est plus réservé aux étudiants post-bac. Maintenant, tout le monde est concerné, tout apprenant. Parfait. Ok. Donc c'est bon, on est encore éligible. Erasmus+. Voilà, c'est bon. Je suis partie. Pas moi, j'ai pas dit encore. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, allez-y. Et c'est la dernière, je pense, on va conclure. Oui, bonjour. Thibaut Guibon, je travaille au Conseil régional Occitanie. Je suis directeur adjoint de la formation professionnelle. Donc moi j'ai plus de 50 ans, donc je suis foutu du coup. Merci monsieur. Sinon... Je dis qu'on était plus jeunes, je pas dit qu'on était foutu. On parle de jeunes à seniors du coup, c'est si tu comprends. Exactement. Ok. Moi, ma question, elle porte plutôt sur les opportunités de transférabilité d'un secteur d'activité vers ce secteur ou vers ces secteurs des métiers verts et verdissants. On est aujourd'hui donc dans un besoin de main-d'œuvre important et vous n'avez pas abordé ce point sauf erreur de ma part. Donc, qu'en est-il ?
C'est-à-dire, par exemple, ceux qui sont en hydrogène gris dans l'industrie, qui vont passer en hydrogène vert, Par exemple, ou je sais pas, de l'aéronautique, d'un soudeur aéronautique qui va vers de l'éolien flottant, enfin voilà, ce genre de... Quel flux entre aujourd'hui les secteurs traditionnels et demain les secteurs verdissants ou verts, ou à inventer en tout cas? Qui veut répondre? Alors, je prends de suite juste la parole sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Il y a 5 ans, vous allez voir n'importe quel développeur, vous lui demandez, il dit je veux un chef de projet éolien. S'il n'avait pas fait de l'éolien avant, il vous disait je ne prends même pas, j'ouvre même pas. C'était le marché. Hein. On voulait quelqu'un qui fait exactement la même chose. Aujourd'hui, nous les recruteurs, on va chercher des gens qui peuvent faire des passerelles. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait du développement de projets pétroliers, qui a fait du développement de projets même sur des sucreries, sur d'autres métiers, qui ont développé des vrais projets complexes, ont toute légitimité à être dans l'éolien, dans le solaire. Sauf qu'aujourd'hui, on peut les proposer. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas assez. Donc aujourd'hui, comme vous n'êtes pas chef de projet éolien, si vous en avez 6 000 en France et que vous en voulez 12 000 demain, à un moment donné, on ne peut pas les créer. Donc il faut aller chercher les compétents et dire à nos interlocuteurs qu'aujourd'hui, c'est le marché. Et je trouve que ça crée de la diversité. Et la diversité, c'est important dans nos métiers. Parce qu'aujourd'hui, tu es allé chercher quelqu'un qui a fait un développement de projet d'une usine, veut dire dans la métallurgie, qui a travaillé pour Arcelor et qui a fait des hauts fourneaux. Aujourd'hui, aller créer des projets hydrogène ou de la méthanisation, il va même vous dire c'est plutôt plus sympa, c'est moins complexe. Alors après, les budgets ne sont pas les mêmes. Ils partaient de centaines de millions, ils partent des fois à des petits millions. Mais aujourd'hui, on peut le faire et on le revendique. Nous, on le pousse énormément au sein de Borea parce que déjà, c'est nécessaire. Ça crée, veut dire, une évolution entre toutes les personnes. On crée de la valeur. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une vraie passerelle. Et c'est la passerelle de tous ces métiers-là. Et voire même, vous allez chez veut dire, un acteur voilà, de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, ils vont recruter des gens pour leur propre usine, pour créer des centrales méthanisation, pour mettre des projets agri-PV. Vous allez voir, vous inquiétez pas, Danone, d'autres grands groupes aujourd'hui recrutent en interne des gens qui vont faire du solaire sur leur parc existant. Donc ils ont besoin de ces compétences-là, soit en interne, ils changent. Donc ça se fait énormément ces transferts, de plus en plus. Mais c'est quand même assez récent, il faut être réaliste. Hein. Le sociologue a un regard aussi là-dessus? Surtout sociologue de l'éducation nationale. Non, je nuancerais quand même un peu les propos de Jean-Philippe parce que par définition, un ingénieur, c'est polyvalent de par sa formation. Il n'est pas monovalent. Il n'y a pas d'ingénieur spécialiste de l'éolien, pas plus qu'il y a d'ingénieurs spécialistes destinés à devenir conducteurs de travaux, sauf ici à BTP-CFA, on en forme à Montpellier. Mais bon, par contre, pour tous les personnes de bas niveau de qualification, eh ben, les passerelles que vous évoquez, elles sont à construire systématiquement. Parce que pour l'heure, elles n'existent pas. On est vraiment au début du processus. L'éducation nationale commence à peine à se mobiliser. Après, bon, je te laisse compléter Valérie, puisque dans un contexte un peu particulier que sont les campus, il y a peut-être d'autres choses qui sont déjà en place. Alors, on a eu l'expérience, on a tous eu l'expérience du Covid et de ces transformations brutales de notre manière de voir les choses. Donc oui, pendant le Covid, on a vu par exemple pas mal de personnes passer de l'aéronautique à l'éolien. Donc ça a suscité des questions, ça nous a permis de réfléchir effectivement à la faisabilité de ces passerelles et on s'est rendu compte que c'était non seulement possible, mais souhaitable, intéressant, riche, etc. On a vu également au travers de l'étude de Diactase, en étudiant simultanément 3 filières, qu'il y avait effectivement beaucoup de passerelles entre certains métiers. On a parlé tout à l'heure de la soudure, on pourrait parler de la maintenance, voilà. Et à tout niveau de qualification. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. Plus le niveau de qualification est élevé, plus les passerelles, elles sont simples et elles nécessitent moins de formation intermédiaire. Voilà. Mais elles sont possibles à tous les niveaux. Je sais, j'ai encore 30 secondes. Mais il y a un pendant. Je prends un exemple, l'éolien offshore, certains d'entre vous y sont. On prend l'éolien offshore, aujourd'hui on se dit on prend des gens qui travaillent dans le milieu pétrolier-gazier international, soudés sur un pipe, veut dire au Nigeria ou au Congo, et venir le faire à Saint-Nazaire. La compétence c'est la même. Mais il y a une grosse différence, c'est qu'économiquement parlant, il va gagner beaucoup moins.
Et donc la personne qui sait faire le métier, le vrai soudeur, qui lui gagnait, si on prend dans les pays un peu à risque 700 € au jour, ben on va lui dire non, tu vas être à 350 € au jour. Il dit mais c'est le même métier. Mais la rentabilité est complètement différente. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens du pétrole qui veulent faire cette transition énergétique, même si les salaires ont augmenté, et on l'a dit précédemment, il y a une tendance haussière. Malgré tout, il y a quand même par rapport à d'autres secteurs d'activité, on est quand même un cran en dessous. Donc l'aéronautique, à un moment donné, c'était complexe, ils sont venus. Aujourd'hui, ça repart quand même, l'aéronautique. Certains qui... Ça dépend des coins, mais ça repart un peu. Donc, re-switch un peu, parce qu'à un moment donné, quand vous gagnez 70, vous revenez pour 60 avec des convictions, c'est important. Et après, quand vous voulez acheter votre maison, que vous allez voir le banquier, il vous dit c'est pareil, mais bon, vous avez une pièce de moins. Voilà. Donc après, s'il a besoin d'une pièce de plus parce qu'il a une grande famille, ça change un peu la donne. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce sujet un peu économique, même si c'est plutôt à la hausse. Voilà, faut pas l'oublier ça. Et il y a une rentabilité économique de chaque projet, en particulier dans les énergies renouvelables, qui sont déjà des projets très longs. On entend bien la réalité économique. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé, de nous avoir donné des informations aussi précises. Et puis, on a bien compris, c'est l'imaginaire, la construction de passerelles. On a pas mal entendu, donner envie et que ce soit, si j'ai bien compris, qu'on soit tous ambassadeurs de ces emplois, de ces métiers verts. Un grand merci à tous les quatre. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous et bonne suite au salon Energaia.